Je vous invite à réfléchir ensemble, explorer ensemble la conscience d'âme. La méditation, c'est un peu comme un grand plongeon en soi-même. Comme si on regardait très souvent à la surface et que tout le quotidien était un peu le jeu de vagues, les courants et les marées qui sont à la surface. Mais lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on prend le temps de ralentir nos pensées, et se regarder dans le miroir du cœur avec le troisième œil, l'œil de la conscience, de la sagesse. On commence à plonger en soi, s'aventurer dans les profondeurs, dans le silence. Et même si les bruits extérieurs sont encore là, ils s'éloignent. On sait qu'à la surface, il y a toutes sortes de mouvements et de bruits. Mais en plongeant dans la conscience de soi-même, la conscience de l'âme, on retrouve la dimension de l'âme, une dimension de lumière, une dimension de silence, une dimension de paix. Mes pensées deviennent simples, naturelles. Je me dis que je suis une âme, un être de lumière, un être de paix. Et j'essaye d'aller encore plus en profondeur en moi-même, plonger au cœur de ce que je suis véritablement. Mon apparence extérieure, mon corps, et même ma personnalité, tout ça c'est la surface. Et quand je commence à ressentir mes sentiments, ma conscience, c'est alors que je plonge. Et je ralentis mes pensées. Je simplifie mes pensées. Et je purifie mes pensées.
suis une âme. Je suis une conscience. Un être de lumière. Un être de paix. Et alors que je garde la conscience claire, les pensées pures, je commence à sentir les courants profonds qui circulent en moi. Des courants de douceur, des courants de bienveillance. Le sentiment d'être en paix avec moi-même. Et ultimement, le sentiment d'être en paix avec le monde. Je peux alors explorer les profondeurs de l'amour, les profondeurs du bonheur. Mais plus un amour qui est relié à la surface, mais un amour qui est relié au cœur de ma conscience. Un amour qui me définit en tant qu'être. Je suis un être d'amour. Et je peux aimer, exprimer cet amour. Et propager des vibrations d'amour, naturellement. Comme un diamant au fond de l'océan. Et je sais que quand ce diamant remontera à la surface, il brillera. Il sera comme un éclat de lumière à travers mes yeux, à travers mes gestes, à travers mes paroles. Alors quand je médite, je plonge. Et après chaque méditation, je remonte à la surface. Après avoir trouvé des nouveaux diamants, des nouveaux trésors, des nouvelles pensées. Une identité plus profonde, plus vraie, plus authentique. Et je suis prêt pour nager à la surface et retourner jouer dans les vagues. Accepter les courants et les marées. Et regarder le soleil.
Bonsoir. Ça va, vous n'êtes pas trop mouillé? Le plongeon a été agréable. Alors, bienvenue. Et puis, avant de me lancer dans le thème de la soirée, je vous propose quelques activités à l'émergence dans les prochains jours, prochaines semaines. D'abord, on a une célébration un peu spéciale qui aura lieu donc... c'est quand ça? C'est quand? C'est dimanche? C'est dimanche soir, ok. C'est marqué, ce dimanche en février, voilà, je cherchais le jour, dimanche, parce qu'on en a deux associés à cet événement. C'est un événement indien qu'on souligne chaque année qui s'appelle Shivratri. Et c'est une grande fête indienne qui est intéressante et qu'on peut vraiment apprécier aujourd'hui, puisque c'est la fête dans laquelle on célèbre le passage de l'obscurité à la lumière. Et la notion indienne est que quand vraiment ça va mal, ben s'il y a de la lumière s'il faut une lumière à un moment donné, il faut qu'elle se présente à ce moment-là. Et l'idée, c'est Shivratri, c'est la nuit de Shiva, Shivratri, et c'est la nuit de Shiva. Et c'est un festival dans lequel on comprend que l'âme, quand elle est vraiment dans une forme de noirceur, elle a besoin de refaire ce contact avec la lumière. Et donc on célèbre ce lien avec le suprême, avec le divin, comme étant cette espèce de flamme qui s'allume dans l'âme. Donc tous les ans on célèbre Shivratri, et on le fait vraiment à notre façon, pas très indien des fois, mais c'est plus universel. On célèbre aussi Noël, Pâques, toutes sortes de festivals dans lesquels on essaie de retrouver l'essence du festival plutôt que juste la tradition. Donc ça c'est dimanche à compter de 19h. Le 9 ressemble à 6, 19h, jusqu'à 21h. Et puis aussi, il y a le cours de méditation de Raja Yoga dans sa nouvelle formule, donc sur 7 soirs, qui commence le lundi 12 février. Donc ça, c'est lundi prochain. 19h à 20h30, il faut s'inscrire. Donc ça, c'est le cours de Raja Yoga. Et ensuite, il y a un atelier pour les enfants qui sommeillent en vous profondément. Il s'appelle la magie de la tolérance. Samedi 17 février, donc samedi en 8, samedi le 17, et donc c'est de 14h à 16h. Ça, c'est pour les jeunes. Pour les enfants, là, c'est vraiment les jeunes enfants. Là, ça, c'est 7 à 11 ans. 5 à 11 ans. Okay, ça, c'est vraiment pas pour vous, quoi. Ça, je suis désolé, mais vous êtes tous un peu trop vieux. Mais si vous connaissez des jeunes, 5 à 11 ans, ils sont les bienvenus, des ados, pré-ados, quoi. Alors, cet après-midi, j'ai été sur Internet pour chercher quel était le thème de ce soir. Et je l'ai mal lu, puis je lisais « Apprécier la purée ». C'est bizarre comme thème. J'ai lu un peu rapidement, puis ça marquait « Apprécier la purée ». Puis j'ai osé apprécier la purée. De quoi on va parler? Je ne savais pas que c'est une soirée culinaire. Et puis en relisant, j'ai dit, ah non, la pureté. Ah d'accord, apprécier la pureté. D'accord, je comprends c'est pas la même recette du tout. Et je me souvenais, c'est drôle d'une expérience que je partageais ce matin avec quelqu'un sans connaître le thème de ce soir. Et j'en disais que pour moi, un des points tournants dans ma vie a été une expérience dont j'ai souvent parlé avec cet œil de baleine que j'avais rencontré dans le Saint-Laurent. Et après avoir vu une baleine, une expérience extraordinaire, d'où le thème de le plongeon, puis tout ça, je suis là-dedans depuis ce matin. Et je me souviens, après avoir vu cette baleine de près, et d'avoir ressenti le pouvoir de la nature, le pouvoir de la beauté de la nature, la force de la nature. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on se sent tellement pas beau, des fois, devant une telle beauté. Tu sais, on se demande, mon Dieu, est-ce que j'ai cette belle beauté? Et moi, à 21 ans, en tout cas, je me trouvais pas si beau que ça. Et la pensée qui m'était venue, out of nowhere, c'était, j'ai envie d'être pur. Puis même moi, je m'étais surpris à penser ça en pratiquant, en rigolant, en me disant, ah bon, c'est comme une nouvelle révélation en moi de me, qu'est-ce que tu veux dire, tu veux devenir pur? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Et j'admets que c'était un peu comme jeter une espèce de, comment dire, d'acide un petit peu sur la conscience. Là, ça,
Alors, j'ai vu toutes mes cigarettes, mes verres d'alcool, toutes sortes de choses qui ont surgi tout à coup dans ma conscience, comme si elles étaient menacées. La première réaction que j'ai eue, c'est OK, qui s'attaque là à toutes mes consommations illicites, tout à fait légales d'ailleurs à l'époque. Et j'ai senti cette espèce de contradiction en moi de vouloir être pur et de sentir que toute une partie de moi, par cette déclaration de pureté, était tout à coup menacée de voie de disparition et de se dire, ben là, tu déclenches la guerre, là, parce que si tu veux être pur, tu vas confronter certaines choses. Et j'admets, à cette époque-là, j'avais aucune idée, j'avais jamais pensé à ça avant. Et sur le coup, c'était très flou, c'est juste que c'est une pensée qui est venue et qui est vraiment, je pense que c'est la baleine qui m'a dit ça, puis après elle est partie, puis c'était pas très clair son truc. Et je repensais à ça ce matin parce que la première chose qui s'est produite après avoir vu cette baleine très très puissante dans le Saint-Laurent, majestueuse, j'étais un bon fumeur à l'époque. Je sais que tout le monde qui me connaît n'imagine pas, mais je fumais beaucoup. Et plus d'un paquet par jour. J'avais essayé d'arrêter de nombreuses fois. J'ai jamais réussi à arrêter de fumer. Et après avoir vu la baleine, elle est partie. J'ai jamais retouché une cigarette de ma vie. Puis sans vraiment faire aucun effort. C'est juste, j'ai oublié de fumer. C'est juste, j'y pensais plus. Puis c'est des gens qui m'ont dit d'arrêter de fumer. J'ai dit, ah ben, j'imagine que oui. J'avais donné mon paquet de cigarettes à une copine et j'ai dit, regarde, aucun effort pour arrêter. Et après avoir eu cette expérience de contact profond, puis c'était pas que la baleine, parce que par la suite, j'étais dans toute cette région magnifique du Saint-Laurent et j'avais exploré certaines rives inaccessibles. J'avais vraiment dû aller passer dans des chemins inexistants, puis retrouver le bord du fleuve par des endroits fabuleux. Des couchers de soleil, des levées de soleil. Puis je me souviens que pendant 3 jours, après cette expérience, j'avais beaucoup de mal à parler. Pourtant, j'avais des amis, puis à l'époque, il n'y avait pas de cellulaire, on n'avait aucune distraction, mais quand même, les gens qui étaient avec moi, je leur disais, écoute, j'ai pas envie de parler. J'ai vraiment... puis c'est vraiment pas mon genre. Je me suis rattrapé depuis. Hein, j'ai plus cette envie-là maintenant. Mais à l'époque, c'était comme 3 jours. J'ai perdu l'envie de fumer, j'ai perdu l'envie de parler. Et j'étais juste dans ce goût d'une expérience que j'arrivais pas à digérer. C'était imprévu, c'était comme, pouf, c'était quelque chose qui t'arrive, tu dis, bon, je fais quoi avec ça? Et beaucoup plus tard, il y a eu c'est comme si on m'avait rentré maintenant je comprendrais avec la technologie, on m'a rentré une clé USB dans la tête. Puis au début, ça dit, on télécharge, patientez, téléchargeons un document sur 3228, patientez. Et ça a pris du temps à télécharger cette expérience. Et parmi plusieurs effets, c'était le sentiment de comprendre justement pourquoi devant la nature, j'avais ce sentiment d'une grande mélancolie, d'une grande tristesse. Et ce qui évoquait pour moi la beauté de la nature, souvent c'était cette tristesse sans savoir pourquoi. Pour moi, un coucher de soleil, c'était tout de suite c'était presque douloureux. La beauté me faisait mal. Et c'est seulement plus tard que j'ai réalisé à quel point la raison pour laquelle je ressentais, c'était très personnel, c'est que cette beauté que je voyais partout dans la nature, je trouvais qu'elle me manquait en moi. Et je savais que moi, c'était le tourbillon, la guerre du pétrole, les marées noires, les explosions sans cesse. Je rencontrais quelqu'un, puis conflit d'opinion faisait exploser toutes sortes de choses dans ma tête. Je me sentais pas bien. Je cherchais où est le sens de la vie, qui suis-je, qui est ma mère, elle est plus là. Ah bon, puis pourquoi ce prof-là? C'était pas très beauté du Saint-Laurent avec la baleine dans ma tête, quoi. Et je me suis rendu compte que la tristesse associée à la nature venait de cet écart, de se dire, cette beauté que je vois, ben, j'aimerais ça l'avoir en moi. J'aimerais ça pouvoir me dire, je suis aussi beau que cette nature. En fait, je pense que je voulais être aussi beau qu'une baleine. Ce qui est un bel objectif dans la vie, de se dire, ouais, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'aimerais ça être beau comme une baleine. Et c'était un peu le feeling que j'avais à ce moment-là, ce sentiment de vouloir retrouver cette grande beauté intérieure. Et j'arrivais pas à lui mettre un nom, un mot. Et ce nom de pureté était venu
Et par la suite, je refaisais le lien avec une autre expérience dont j'ai parlé, qui était d'avoir rencontré un homme dans notre jeunesse, ami de la famille, qui était baron. C'était un peu rare d'avoir des gens barons. Ça court plus les rues, hein, des barons maintenant. Et ici, étrangement, avant, ça s'appelait le Baron de Fayon. J'aimais beaucoup ce nom de restaurant. Pour moi, ce que ça évoquait, c'est ce sentiment pendant longtemps que l'homme, en général l'humain, avait perdu sa noblesse. Et quand je voyais des fois des films un peu sur les anciennes noblesses, non pas que je trouvais très élégant le type de souliers qu'ils portaient, que je trouvais absolument ridicule, mais je trouvais qu'il y avait un raffinement dans l'être humain qui était perdu. Et que cette grandeur, la noblesse dans le sens grandeur d'âme, grandeur d'esprit, raffinement de la compréhension de l'être et son passage sur Terre, tout ce genre de noblesse. Écoute, j'avais 15 ans et je me souviens que j'étais mélancolique. Je me disais souvent, c'est dommage, l'humain a perdu ça. Et quand je voyais les guerres, je comprenais pas pourquoi on se tape dessus, comment est-ce qu'on peut anéantir un peuple. Tu sais, moi, les cours d'histoire m'ont traumatisé. Moi, la Deuxième Guerre mondiale, c'était... je me souviens avoir pleuré, avoir eu des moments de douleur en apprenant tout ce que l'homme avait fait. Quand on nous montrait des vidéos, moi, je regardais des films d'horreur, étrangement jeune, avec Dracula, puis Frankenstein. Je trouvais ça bon, tu sais. Mais la guerre, ça c'était les vrais films d'horreur. Et ça, j'avais beaucoup de mal, des cauchemars. Je détestais ça. Et tout ça était en fait cette volonté de noblesse. Et par la suite, la baleine, c'était de pureté ou de beauté. Et ça m'a pris vraiment plusieurs années, même dans le Raja Yoga, pour un jour découvrir de quoi on parle quand on parle de pureté. Et tout ça a été en fait un téléchargement très long sur plusieurs décennies pour apprécier qu'il y a plusieurs couches de pureté. Et il y a des puretés très superficielles, très religieuses, très, comment on pourrait les appeler, puritaines, de bonnes sœurs, avec tout le respect. Mais il y a des puretés qui font un peu, qui vous constipent tout de suite. C'est comme, sont un peu cloîtrées, quoi, des puretés cloîtrées. Et moi, c'était pas ça du tout, là. L'idée d'aller dans un monastère ou un couvent, non. C'était pas la pureté qui m'appelait. Une autre image que j'ai failli utiliser pour commencer ce soir, ça aurait été de dire, imaginez une fraise. OK? Et imaginez croquer la fraise. Mais imaginez que c'est une vraie fraise. Je sais que ça n'existe plus, là, mais une vraie fraise qui goûte vraiment la fraise, comme vous en avez rarement goûté. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on a un peu perdu. Moi, j'ai travaillé jeune, quand j'étais étudiant. L'été, on travaillait dans des espèces d'épiceries comme des métros ou IGA. Et moi, mon travail le matin, c'était de compter tous les colis qu'on recevait, avoir les commandes, voir s'il y avait tout ce qu'il fallait. Puis mon petit déjeuner, c'était en comptant, des fraises, je comptais. Je comptais et je mangeais en même temps. Et en Bretagne, à l'époque, il n'y avait pas d'OGM, il y avait des éléments génétiquement modifiés, ça n'existe pas. Les fraises avec pesticides, très peu, je veux dire, c'était pas à la mode encore. Il y avait encore des produits locaux, purs. C'était juste des fraises, des abricots. Bon, certains venaient sûrement d'ailleurs, mais je me souviens du goût. Le matin, quand je mangeais à 5 heures du matin, on recevait tous ces petites espèces de produits. De manger des fraises juteuses, des abricots, des pêches, écoute, c'était l'explosion du goût. Et aujourd'hui, on croque des pêches, des trucs, ça fait un bruit de plastique, c'est croquant. Puis c'est rare vraiment de goûter des... Puis quand on a des vraies fraises, elles sont recréées probablement avec du poisson, donc ça goûte l'écaille un petit peu. Et c'est salé, je trouve. Non, j'exagère. Et ça, j'aurais pu commencer avec ça en disant, imaginez le goût de ces fruits purs. En fait, c'est ça, la pureté, c'est le fruit dans lequel on n'a rien ajouté et qui a réussi à mûrir comme il a été programmé pour le faire.
Et apprécier la pureté, pour moi, ça va être un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire d'apprécier un goût qu'on a peut-être oublié même, un goût qui a été tellement modifié, qu'on a tellement voulu recréer, qu'on a tellement voulu protéger, qu'on l'a un peu perdu. Et dans notre démarche spirituelle, la pureté, en fait, vise à ressentir à quoi je ressemblerais et qu'est-ce que je goûterais si j'avais pas en moi toutes sortes de pensées, de sentiments, de conscience, d'images, de chocs extérieurs qui ne sont pas nécessairement naturels. C'est que ça paraît possiblement inimaginable, étant donné qu'on a eu tellement de bombardements, on s'est fait tellement déverser de choses négatives dans notre vie depuis toujours. Mais d'où le commentaire de méditation tout à l'heure, de se dire que si on arrive à quitter la surface de nos brouhahas intellectuels, verbatiles, bruyants qu'on a, si on arrivait à quitter ça et juste retourner dans un silence assez long pour qu'il fasse ressortir d'autres idées, d'autres pensées. Si je vous demandais combien de temps vous êtes capable de rester sans respirer. Avez-vous déjà essayé? Combien de temps vous pensez qu'on dure, Pierre? Combien de temps on peut, normalement, là? Tu te mets dans l'eau, tu mets la tête sous l'eau, ça dure combien de temps? Non. Hein? 3 minutes? 3 minutes? Ben, si tu veux devenir bleu, ça marche. Ça fait combien de temps on dure? À peu près? Hein? 15 secondes? Pas vraiment, si vous tenez 45 secondes, vous n'êtes pas mauvais. La première fois, là, sans entraînement, rien. Hein? 45 secondes. Essaye, tu vas voir, ça dure pas longtemps. Après très peu de temps, on veut respirer. Or, moi j'ai un copain au travail qui est passionné de l'apnée, la plongée en apnée. Et lui, il fait partie de formateurs des fois où il est dans des sessions de formation. Et il me dit la première journée, quand ils reçoivent des gens comme nous, qui veulent explorer un peu la plongée, ils leur font faire ça, ils leur mettent la tête sous l'eau et disent mets la tête sous l'eau, tu remontes quand t'en peux plus. 45 secondes plus tard, la personne est à moitié morte et respire. Et à la fin de la première session, ils arrivent à les faire rester sous l'eau 1 minute 30, il m'a dit presque jusqu'à 2 minutes. Et il dit la seule différence, c'est pas physique, c'est juste mental. Il faut réapprendre à se convaincre qu'on n'est pas obligé de respirer. Ça paraît complètement suicidaire, mais c'est apparemment... et lui, il arrive, il m'a dit qu'il a atteint son record de 4 minutes sans respirer. Essayez 4 minutes. Oui, 3 minutes était bonne, mais avec la pratique. Parce que tu connais l'épouse de ce gars-là, qui devait venir ce soir. Et donc, et moi j'étais surpris parce que j'aime beaucoup aller sous l'eau. Et moi je pense que je reste beaucoup plus que 45 secondes, mais pas à la force de la pratique et mon désir d'être comme une baleine, je pense, m'a incité à apprendre tout ça. Mais ce que j'aimais, c'était la notion que c'est dans la tête que ça se passe. Et dit que tout l'apprentissage de la plongée en apnée, c'est d'abord de réapprendre à penser autrement et à se convaincre que la pensée en fait, que le fait de vouloir respirer vient juste de la pensée. Et vous avez tous vu ces images des bébés sous l'eau? Moi, je trouve ça terrifiant de dire... Ils sont dans l'eau. Ben oui. Mais quand ils ont commencé à respirer, puis ils ont déjà quelques jours, quelques semaines, moi, je serais terrifié à l'idée de prendre mon bébé et puis de le mettre, tiens mon petit, pouf, tu le mets sous l'eau, j'aurais tellement peur. Mais pourtant, c'est des super images. Vous avez vu ces images en vidéo? Ils flottent comme ça, ils nagent sous l'eau, ils se laissent aller. Puis ils sont comme, aucune peur, zéro peur. Et ils n'ont pas dans la tête l'idée que faut que je respire. Il reste très longtemps, hein. Tu le mets sous l'eau, ça part. C'est hallucinant, quoi. Et où est-ce qu'on a appris
à avoir peur d'être sous l'eau, c'est après. Mais on peut rester sous l'eau beaucoup plus longtemps. Mais c'est là-dedans que ça se passe. Et donc, dans la même façon, on a toutes sortes de pensées qui nous ont défini une capacité, une réalité. Mais c'est juste des pensées qui nous ont créé ça. C'est juste des structures de pensée. Et si on défait ces structures de pensée, on se rend compte qu'on peut faire et être très différemment de ce qu'on est et de ce qu'on fait en ce moment. Mais c'est dur d'y croire, de se convaincre, puis de le pratiquer. Et nous, quand on nous dit, par exemple, on est un être paisible, puis que notre nature, c'est la paix et l'amour. Là, tu t'observes dans les 24 dernières heures, puis tu te dis, moi, pas sûr. Du moins, c'est pas ce que j'ai remarqué en moi depuis 3 derniers mois, ou des choses comme ça. Alors, de la même façon, si on devait se demander entre 0 et 100, là, votre pourcentage de pureté intérieure, comment est-ce qu'on évaluerait ça? Est-ce qu'on a des pensées pures? Est-ce qu'on a des sentiments purs? Est-ce qu'on a des désirs purs? C'est quoi? Comment est-ce qu'on mesurait la pureté de ce qu'on est? Est-ce qu'on peut mesurer la pureté de l'eau, non? Je dis toujours, l'eau pure, c'est très simple, c'est de l'eau sans rien d'autre. C'est juste de l'eau. Si on peut avoir juste de l'eau, H2O, c'est de l'eau pure. Dès qu'on ajoute quelque chose, elle devient impure. Tu ajoutes des produits chimiques, c'est plus de l'eau. Un verre d'eau, c'est un verre d'eau. Un verre d'eau avec une goutte d'impureté, c'est un verre d'impureté. Un fruit pur, un aliment pur, on devine ce que c'est. Mais nous, on a baigné dans quoi pendant toutes ces années? Et est-ce qu'on se lave intérieurement? Est-ce qu'on se prend des douches intérieures régulièrement? Est-ce que lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, est-ce qu'on se lave après intérieurement la tête pour dire là, je pense que c'était pas des bonnes pensées, ça. Est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on arrive à purifier l'esprit en enlevant les impuretés? Ça va loin, là, si on commence à tricoter ça, on se rend compte que apprécier la pureté, c'est en fait apprécier quelque chose que je ne goûte pas très souvent. Je reviens à cette image du bébé. Bon, évidemment, quand le bébé pleure puis qu'il fait quelque chose dans sa couche, c'est moins séduisant, mettons. On te donne un petit bébé qui a des... ok, c'est moins agréable. Mais le petit bébé tout propre, qui sent la petite poudre, la peau toute rose, puis qui fait juste areux, puis qui te regarde avec ses yeux complètement ravageurs, c'est beau, non? J'ai jamais vu quelqu'un dire « c'est laid ». J'ai jamais vu quelqu'un effrayé en voyant un petit bébé. Jamais. En général, c'est « oh ». On craque, tout le monde craque. Sur Internet, apparemment, tu peux mettre la pensée la plus profonde sur l'humanité, tu auras peut-être 3 clics. Tu mets un petit bébé qui fait areux, tu as 3 millions de clics. C'est comme ça les médias sociaux. C'est les petits animaux puis les bébés qui marchent le plus sur Facebook. Tout le monde craque devant un petit bébé. Et la qualité numéro 1 du bébé, c'est quoi? C'est la pureté. On le traduit après par l'innocence. Il n'y a pas de malice dans les yeux d'un bébé. Le bébé, il dit pas « Qu'est-ce que tu veux, toi? Je te vois venir. » C'est heureux, hein? Je parle pas du petit bébé qui est paniqué à cause d'un truc qu'il ne sait pas quoi faire avec, un problème, les dents, whatever, je sais pas quoi, mais un cheveu qui pousse, ça fait peut-être mal, je me souviens pas, quand ça pousse les cheveux, quand t'es bébé. Mais le bébé, quand il est tout innocent, ses yeux sont hallucinants, quoi. Et le bébé, ça ne dérange pas qu'on le regarde dans les yeux. Regardez un adulte dans le métro pendant 45 secondes. Vous allez vous faire dénoncer. Agression oculaire. Vous avez jamais vu ça? Le monsieur a dû quitter son emploi suite à des agressions, suite à des accusations de malconduite oculaire. Okay, j'espère qu'on n'est pas rendu là, mais le regard, on n'aime pas. Quand on devient adulte, on laisse pas les gens nous regarder dans les yeux. Moi, au contraire, j'adore les bébés. Quand ils te regardent là, puis tu tiens le regard,
tu te laisses aller dans le regard, ils sont comme, waouh, ils sont fascinés par ça. Puis si les parents disent, arrête, qui leur a appris, c'est les parents. Regarde pas le monsieur comme ça. Pourquoi? C'est les parents qui ont dit, arrête de regarder, il faut pas regarder. Bébé, lui, il n'y a rien de mal, on regarde. Puis, innocent, il n'y a pas de mauvaise pensée derrière, il n'y a pas de critique. Un bébé peut regarder l'homme éléphant, il ne sera pas effrayé. Un bébé peut regarder quelqu'un qui est pas beau, puis le bébé, il pensera pas, hey, oh, il est laid celui-là. Non. Plus tard, les autres vont lui dire, il est pas beau, hein. Ah oui, moi, j'avais pas appris, j'ai pas appris hein, qu'il y a beau et laid. Le bébé, il voit pas ça. Donc, peut-être qu'avant de devenir une baleine, je devrais devenir un bébé, j'y pense. Peut-être c'est ça le but. Mais tu sais, si on peut goûter la fraise pure, peut-être que nous, on devrait essayer de regoûter aussi ce moment de bébé pur, tu sais, d'avoir ce regard innocent. Nous, la pratique qu'on a dans le Raja Yoga, c'est à un niveau avancé, on ne fait pas ça en général comme ça, mais dans certains programmes spéciaux, ou même Shivratri, vous allez peut-être en avoir, ou surtout quand nos aînés viennent, les femmes qui dirigent l'organisation, qui ont beaucoup d'années d'expérience, leur méthode de rencontre, elle, c'est les yeux, le regard. Et la méthode de méditation qu'on pratique à un niveau avancé, c'est quelqu'un qui est devant, puis il regarde tout le monde comme ça. C'est un échange, on se regarde dans les trois yeux dans les trois yeux. Quand on dit les yeux dans les yeux, on dit oui, les yeux dans les yeux, mais trois dans trois, quoi. Il faut ouvrir le troisième œil et les deux yeux physiques. Et c'est très particulier, ça s'appelle le drishti, le regard spirituel. Et ce que les gens font, c'est on se regarde et on essaye d'oublier l'apparence physique pour pas voir. C'est pas qu'on regarde, ok, ouais. Non, c'est pas comme ça. C'est un regard où tu transcendes l'être, puis tu regardes au centre du front, puis tu essayes d'imaginer l'âme. Puis tu te dis, moi je regarde une âme. Je vois une âme. Je vois pas l'apparence, je vois une âme. C'est très bizarre. Au début, on n'y arrive pas parce qu'on est collé à un petit chignon. On dit, il y a un chignon. Faut oublier le chignon, c'est très compliqué. Mais une fois qu'on oublie le chignon, tu regardes, je m'excuse, il est magnifique. Une fois qu'on regarde au centre du front, à un moment donné, tu commences à percevoir un autre contact qui n'est pas le corps. Mais on n'a pas appris ça. Moi, je l'ai pratiqué avec les enfants il y a très longtemps à Montréal. On avait fait des programmes pour les jeunes. Et je me souviens, c'était un programme, je pense que c'était je me demande si c'était pas l'année internationale de la paix ou quelque chose comme ça, en 85 peut-être. Et on avait réuni des écoles au centre Guy Favreau, je pense. Alors, c'est passant, etc. Puis des profs avaient amené leurs élèves. Puis on leur disait, on va les faire méditer. Puis tous les profs disaient, bonne chance, si t'arrives juste à les faire taire. Bon courage. Et ils avaient fait asseoir, je me souviens plus des détails, ça, il y a très longtemps, mais je me souviens que les profs étaient vraiment surpris. Parce que les jeunes, au début, on leur expliquait, vous allez vous regarder dans les yeux comme ça, vous allez imaginer qu'il y a une lumière au centre du front. Bien, au début, ils rigolent, puis ils veulent pas. Puis alors, on met de la musique douce, puis là, ils commencent, puis là, il y en a qui rigolent, qui pincent l'autre. Puis à un moment donné, ils se tannent un peu, puis ça se calme. Puis à un moment donné, là, ils partent. Il y avait un silence de mort. Tous les petits qui étaient là, puis tous les yeux ouverts comme ça. Puis là, tu sentais qu'ils comprenaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et les profs nous disaient, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, rien. C'était juste un exercice d'amener-les ailleurs que juste, puis d'être capable de voir la personne, mais de dire, au-delà de ce corps, qui est là? Il y a une âme qui est là, il y a un être. On dit toujours un être humain, il y a l'être dans le corps humain. Mais on n'a jamais appris à voir l'âme, à penser à l'âme, à se dire de quelqu'un. Pourtant, on appelle les gens, c'est une grande âme. Mahatma Gandhi, c'est ça, c'est une grande âme, Gandhi. Mais on n'apprend pas à voir l'âme. Ça, ce regard, pour moi, c'est d'aller puiser un peu comme le bébé dans cette pureté de l'être. Et moi, des fois, il y a des gens qui peuvent m'énerver ou avec qui je suis pas d'accord, puis qui, tapent ses nerfs un petit peu. Mais à ce moment-là, je reprends la pensée, je dis, ça, c'est une âme. Puis peut-être que cette âme est un petit peu agacée en ce moment, un petit peu agitée.
Ben, tu as un peu de sentiment de compassion. Tu sais, c'est comme si je vois quelqu'un qui a des problèmes physiques. Ben, tu plains la personne. Tu te dis, ah, c'est dommage, hein, qu'est-ce qu'elle a? Ça va? Tu veux l'aider plus qu'autre chose. Et si on sent qu'une âme est perturbée, ben, on va vouloir l'aider plutôt. Mais si on ne voit pas l'âme, puis qu'on voit que la personne qui dit des bêtises ou qui agit bizarrement, ben, on critique, on blâme, on reproche, etc. Il faut aller au-delà de ça. Alors, c'est ce qu'on appelle la conscience d'âme. Et ça, c'est un regard qui est différent. C'est une pensée qui est différente. Et en transformant nos pensées, eh bien, on arrive des fois à des expériences différentes sur les gens. Et je pense que, enfin, l'expérience qu'on fait ici, c'est que l'appréciation de la pureté vient de cette différence dans notre façon de penser, dans notre façon de voir, dans notre façon de réagir. Et plus on arrive à trouver des sentiments purs, bienveillants, et ça, c'est pas évident. Quand on me parlait au début d'éliminer la colère, good luck, êtes-vous capable d'enlever votre colère? C'est un feu, c'est un volcan. Tu mets un petit bouchon de champagne dessus, ah ben tiens, j'ai réussi. Tu pas attends que le volcan, quelqu'un vienne piquer le volcan, ça repart de plus belle. Ça fait 30 ans que je fais ça. Je peux pas dire qu'il n'y a plus de colère. Il y en a beaucoup moins. Mais elle prend des formes des fois insidieuses, d'impatience, de jugement, d'être irrité, d'être agacé. Alors j'allais à la banque ce matin, puis je m'étais dit, bon, j'ai vraiment pas le temps, mais c'est sur le chemin, je peux le faire, puis je pars en voyage vendredi, donc il faut passer là, nanana. Puis j'arrive à la banque et 3 fabuleux personnages sont devant moi. Et là, je pense qu'ils sont venus ce matin pour repenser à leur structure financière générale. Et j'ai tout de suite compris que normalement, ils sont 2 au comptoir, mais là, il n'y a qu'une personne. Et l'autre était en retard, etc. Je sais très bien c'est qui l'autre. Et 1 heure plus tard, quand j'ai finalement quitté la banque, j'ai vu la personne arriver, qui est l'autre personne au guichet, qui avait l'air tellement je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, puis il y avait la file d'attente, fruit de son retard. Mais moi, au début, je me dis, bon, je mets de l'argent dans le parking, 20 minutes, après 20 minutes, il faut en remettre, un autre 15 minutes, un autre 15 minutes. Et là, je sais que je suis mise à l'épreuve, ça c'est mon examen de patience. Et j'avoue qu'il y a eu peut-être 2-3 pensées à un moment donné, tu regardes la personne, puis tout de suite je me corrige en disant, surtout tu fais pas ça. Le pauvre petit gars, il voit qu'il y a la file d'attente, il est tout seul. Puis là, il a eu 3 personnes, l'une après l'autre, qui lui ont fait sortir tout ce qu'il avait comme papier. Et il sentait bien la pression, vibratoirement parlant, la vibration était plus du tout tranquille et paisible. Tu sentais tout le monde derrière, tout le monde regarde, puis tout le monde rajoute des sous. Il y en a un qui est parti en courant, parcomètre, etc. Pour moi, c'était de mesurer. Alors très rapidement, je me suis dit, bon, ben, regarde, c'est un test. C'est juste un test, ben, tu te mets en méditation. Sinon, tu vas. Je ferme mes yeux, puis je me dis, c'est bon, on va méditer. Méditer 3 quarts d'heure. Pour apprendre que finalement, j'aurais pu très bien faire ce que je lui demandais de faire au guichet automatique. Oh non. C'est comment ça? Je savais pas, pour les 2 transactions que je voulais faire, j'étais sûr que ça se faisait pas dans le guichet. On dit, ah non, maintenant, tu peux tout faire ça dans le guichet. Donc après, il a fallu que je gère l'idée, t'as attendu 3 quarts d'heure pour rien. On s'énerve pas, c'est très bien, c'était très correct. J'ai eu une belle matinée de méditation prévue à la banque. Mais on gère ça, tu vois, tout le monde gère ça. Température, je ne sais pas ceux qui viennent en voiture, là. Combien de fois vous avez déneigé la voiture cette année? C'est un sport. Là. La pureté dans ça, c'est quoi? C'est que si on élimine la colère, si on élimine l'impatience, c'est pas que ça devient, je vous assure, hein, si on n'a pas de colère ou on n'a pas d'impatience, ça devient pas plate la vie. Là. C'est pas, il y a des gens qui disent, ben là, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est normal d'être paisible. C'est normal d'être calme. Ça, c'est normal. Et s'exciter, c'est pas agréable. C'est pas la fraise qui goûte bon. Moi, je suis ressorti de la banque
content de me dire, bon, j'ai passé 80%, je pense. Je me donne 8 sur 10. T'es correct. Il y a un petit 20% de... tu travailles dessus, là, tu te calmes. Tu te mets sur la bonne fréquence. Et cette énergie de paix, elle est extrêmement bénéfique. Elle fait beaucoup de bien. Beaucoup mieux que si je m'étais énervé, parti en claquant la porte de la banque, puis de faire un... ça va servir à quoi? Rien du tout, il fallait que j'y retourne après. Ça aurait été peut-être pire la prochaine fois. C'est mieux d'être paisible. Oui, c'est un choix. Puis j'étais content d'arriver devant le pauvre garçon qui m'a regardé comme, tu sais, si j'allais le fusiller avec mon regard. Puis au contraire, j'ai dit, ouais, tous les matins sont pas pareils. Il me dit, oh non. Puis dès que tu peux désamorcer, tu sais, puis après, je lui souhaite bon courage. J'ai dit, bon courage, j'ai dit merci. Tu sais, je sais que c'est pas drôle pour lui non plus, là. La pureté, c'est juste une fréquence. La pureté, c'est juste quand on a le sentiment d'être vraiment au diapason avec ce qu'on est profondément en soi. Nous, on dit la pureté, ça donne naissance. Extérieurement, c'est la propreté. C'est le sentiment, la différence entre se sentir propre ou ne pas se sentir propre. Qui n'aime pas sortir d'une douche, puis avoir ce sentiment d'être frais, d'aller dans des draps frais. Si vous aimez pas, vous avez à essayer, c'est bon. Mais c'est agréable, c'est tout le monde, on aime ça, la propreté. J'ai une dame qui m'avait enseigné une fois, elle dit, il y a des gens, ils disent, mais ça va, c'est propre. Donc ils font pas le ménage. Puis elle dit, la prochaine fois que vous avez cette pensée, faites quand même le ménage, puis après demandez-vous, est-ce que c'était vraiment propre? Et moi, ça m'arrive souvent de me dire, ça va, pas ça, je le garde encore. Non, lave-le, puis après demande-toi, oui, là c'est propre. Et là on voit la différence. Mais on peut s'habituer à ne plus voir la différence. L'hygiène est très subjective pour certains. Donc physiquement, la pureté, une propreté est très agréable. C'est de sentir bon, d'avoir une hygiène, c'est la base. En anglais, ils disent, comment ils disent? Cleanliness is next to godliness. Je ne sais pas si ça existe en français, mais en anglais, c'est ce qu'ils disent. Et la deuxième dimension de la pureté, c'est la paix. La pureté, c'est ce qui génère la paix. Et la troisième dimension, c'est le pouvoir. La pureté, c'est une force. Le bébé est le plus puissant. Tout le monde craque. À moins d'être vraiment dérangé, là, tu protèges le bébé. C'est lui qui a la plus grande puissance. Beauty's power. La beauté a une puissance extrême. La pureté est très puissante. Les gens purs, les gens qui ont vraiment une pureté intérieure, ils désamorcent parce que les gens respectent ça sans le vouloir. Moi, des fois, si je fais des blagues un peu tordues au travail, tout le monde me dit « Venant toi, Eric, ça me surprend. » Je dis « oui, pourquoi? Je n'ai pas le droit de... » Parce qu'ils n'associent pas des blagues tordues avec quelqu'un qui prône justement des valeurs de paix, etc. J'essaye de ne pas en faire. La pureté est une vibration. Une vibration de pureté, c'est une vibration de douceur, de non-violence, de paix. La pureté, c'est un sentiment de protection. Quand on est pur, on se sent tellement bien. La pureté est une dimension presque de clairvoyance. Quand tu es pur, tes pensées sont tellement libres de toute négativité, de ne pas haïr, ne pas en vouloir, ne pas vouloir critiquer, ne pas juger. Imagine ce que c'est comment l'esprit est bien quand il est comme ça. Ça nous arrive. Je décris toujours la fraise originelle. Moi, j'ai pas pris la pomme, mais la fraise. C'est être pur, avoir un esprit libre. Et on l'apprécie. Quand il est pur, quand on ressent cette pureté, la première chose qu'on veut faire, c'est la préserver. De la même façon, quand on est propre, on essaye de garder ça propre, puis après, quand on perd le contrôle, là, on ne fait plus attention. Mais au départ, c'est pas ça. Quand vous faites laver la voiture,
Au début, on y prend soin. Après, voilà, ça pue un peu plus de boue ou moins, ça fait plus la différence. Donc, quand on a ce travail intérieur, puis qu'on découvre la pureté, on essaye de la protéger. Ça résonne avec vous ou la fraise est vraiment trop loin, puis c'est comme c'est oublier le goût de la fraise. Qu'est-ce que ça fait naître en vous ces pensées-là je sais qu'il y en a qui sont en ligne aussi des fois et toujours agréable je sais qu'ils sont bien préservés de la neige et qui n'ont pas affronté les intempéries, mais s'il y en a qui veulent commenter ou questionner. Est-ce que c'est un mot qui vous inspire, la pureté, ou c'est un mot un peu inconnu? Kim, je te vois. La pureté des idées. La pureté au niveau de nos pensées, de nos idées, la pureté envers nous-mêmes aussi. La pureté envers nos idées, envers nous-mêmes. Façon dont tu parles, la pureté des idées, c'est pas exactement la même chose. Ça va ensemble, la pureté dont je parle, la pureté des idées, qu'est-ce que tu vois comme différence? La pureté des idées vraies. Ouais, dans ce sens-là. Ouais, non, ça c'est pas la même chose. Hein. Les idées vraies, ou c'est peut-être ailleurs. Hein. Pureté, pour moi, dans la pensée, c'est des pensées libérées de la colère, de la méchanceté, de la violence, de l'ego. Ça devient des pensées plus pures. En fait, j'aime bien, quand on dit pureté, ça peut vouloir dire plein de choses comme tu disais, mais quand tu dis c'est une vibration, là, j'aime bien c'est quelque chose que tu peux sentir sans nécessairement l'identifier. Une fois que tu le sens, tu deviens pur. C'est une vibration, ouais. Puis on le sent quand on parle d'un son pur, d'un goût pur, on fait référence en fait qu'il est habité par une vibration. Parce que souvent il n'y a pas de goût. Il n'y a plus de... l'eau pure n'a pratiquement pas de goût. Le son pur, il est tout petit. En anglais, ils ont un mot, ils utilisent le mot sound. Je ne sais pas si c'est exactement... On appelle ça sound building. Ok. La mer, c'est bourré de sel. Safe. Pas peu. C'est bourré de sel. Mais c'est du sel pur. C'est de l'eau pure et du sel pur, non? C'est sûr que c'est la sémantique, la selmantique, le selmantique. Hein. C'est que la nature... Non, pure dans le sens qu'elle est naturelle. Dans ce sens-là, on dirait qu'elle est naturelle. naturelle. Ouais. Dans ce sens-là, on dit que... Ne faites pas les choses pures. Pour avoir de l'eau pure, il faut la distiller. À la base, si elle vient de la source, tu la distilles pas. Maintenant, il faut tout purifier. Mais la nature fait les choses naturelles. L'eau de source, c'est pas pur. Naturelle. Naturel. Ouais. On va s'entendre sur naturel alors. Mais quand on parle d'émotion, quand on parle de pureté, toutes les émotions peuvent être pures. Même la colère. Une colère pure, c'est pur. Mais c'est juste, ça démontre l'intensité et la vérité de l'émotion. Mais c'est pas nécessairement une émotion qu'on peut vivre, mais c'est pur. C'est une colère pure. Selon la sémantique, une colère pure, oui, c'est un choix de mots. C'est un choix de mots. On s'entend, c'est un choix de mots. Une colère pure, ce serait quoi une colère impure alors? Dans ce sens-là, il n'y en a plus d'impur. Dans ce moment-là, tout est pur. On tue quelqu'un, puis regarde, c'est pur. Là, ça vient de mon intensité. Une colère qui dit des choses qui ne sont pas vraies. La colère dit-elle la vérité? On peut jouer avec, hein. C'est sûr que si on commence à brasser tout ça, ça fait des smoothies aux fraises, puis des gâteaux aux fraises, puis du fromage à la fraise. On peut jouer avec. Je suis d'accord, hein, ça dépend du filtre qu'on utilise pour définir. On peut parler de pureté comme le thème de ce soir, c'est plus de voir quelque chose de limpide et bon pour nous. Quelque chose de limpide et de bon pour nous, en effet. Puis surtout de savoir apprécier. Non, je sais pas, je me suis souvenu de tout le titre au complet. C'est apprécier. Apprécier. Parce que
c'est difficile de penser qu'on peut être pur à 100%, là, comme c'est Ouais. impossible. Mais que quand il y a des moments purs, de savoir les apprécier. C'est impossible de devenir pur à 100%. Nous, ce qu'on essaye de vivre en méditation, c'est de retrouver le goût. C'est pour ça que le titre, j'aimais bien, c'était « Apprécier la pureté », c'est parce qu'on sait que on travaille sur nous-mêmes depuis des années, et puis c'est très, très difficile, mais au moins de regoûter à ça, de retrouver le goût de la pureté. Je réfléchis à ça. Moi, j'ai du mal à imaginer une colère pure, mais je vois ce que vous voulez dire dans le sens une colère authentique, une colère vraie, à ce moment-là, une colère qui est... Mais la colère pure, C'est une émotion. ouais, dans ce sens-là. Il n'y a que de la colère. Il n'y a que de la colère, c'est pur. C'est sûr. Le lien avec l'être suprême, on est sûr que c'est de la pureté. Ouais, si on est sûr qu'il y a un être suprême, quoi. Ça, on peut... Bien que tous les domaines, hein, on s'entend. De toute façon, je redis ce qu'on dit toujours pour les conférences. On ne prétend à aucune vérité. Et le but des sessions comme ça, et c'est toujours bon de se le rappeler, ne sert qu'à une chose, c'est de nous brasser les idées. Parce que la seule théorie qu'on a pour nous, c'est qu'on est ce qu'on pense. Et si on n'est pas content avec ce qu'on est, ben, peut-être qu'on pourrait explorer d'autres façons de penser. La nature, c'est un amalgame de bien des choses. La nature, c'est un amalgame de bien des choses. Ouais. Puis la nature a toutes sortes de visages aussi. La nature peut être dérangée, la nature peut être naturelle. Je crois que des fois, le choix des mots nous limite finalement. Le choix des mots nous limite, tout à fait. Pureté, disons, ça limite finalement le sens de ce que tu dis. Ouais. Quand on est connecté avec notre guide intérieur, Mhm. on n'a pas besoin de mots, on sent. Mhm. On sent la puissance. Et je pense que la puissance d'un bébé, c'est ça. Le bébé n'a pas encore oublié d'où il vient. Le bébé reste dans cette énergie divine. Il est toujours dans la même énergie, le bébé. Je répète pour ceux qui sont en ligne, c'est pour ça. Et quand on médite, on revient vers cette connexion Mhm. avec la divinité qu'on porte en nous tous. Ouais, mais- Moi, je suis thérapeute, et quand je travaille avec les gens, il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes d'émotions. Ça peut être colère, ça peut être la peur, ça peut être anxiété. Et finalement, toutes ces émotions viennent d'une sorte de dérèglement dans le corps, dans l'organisme, qu'on peut régler plus facilement. On revient dans notre divinité, et on sent, finalement, on les clouche, toutes Mhm. ces émotions-là. C'est beaucoup plus facile de sentir cette puissance et de bien-être qu'on ici à ça. Mhm. Pour moi, la pureté, ce que tu dis, c'est ça, c'est d'être connecté à Mhm. le développement. Juste à la fin, pour le son de la fin. C'est un beau partage, mais ce que j'aime bien, c'est que ce que j'entends, c'est qu'en fait, et c'est un peu l'intention aussi, parce que je sais que c'est un mot particulier, la pureté. Et ça déclenche, et ce que j'aime, c'est que chacun, et je pense que c'est ça l'intérêt, c'est que chacun va raisonner différemment, puis c'est très très bien, et le but n'est pas de tous définir la même façon, la même chose, mais c'est intéressant de voir comment chacun, ça fait ressortir quoi ce mot en chacun de nous. Et je pense que le plus important, c'est ce que chacun explore davantage le son de la pureté, la vibration de la pureté, le goût de la pureté, l'expérience de la pureté, pour se demander, est-ce que ça m'inspire? Est-ce que ça va faire de moi? Est-ce que quand je me connecte sur cette fréquence ou cette idée de pureté, est-ce que ça évoque quelque chose en moi de meilleur? Et moi, je sais que depuis que j'ai eu ce désir, il y a 30 et quelques années, eh bien, la qualité de mon alimentation, par exemple, c'est très subjectif, là. Tu sais, à l'époque, on croyait que végétarisme, là, c'était le top. Après, il y a eu végétalien. On disait, OK, c'est autre chose. Après, il y a eu crudivore, puis après, il y a macro, machin, puis ça finit plus, là. Bientôt, on mange plus, puis on sniffe de l'air, puis c'est bon, quoi. Je sais pas où est-ce qu'on... Il y a toutes sortes d'approches. C'est pas qu'une est meilleure que l'autre, mais à un moment donné, chacun doit se demander, est-ce que ce que je mange, j'ai le sentiment que c'est une alimentation, au lieu de dire pure, on va dire saine? Est-ce que ce que je bois, est-ce que ce que je respire, est-ce que ce que je fais, est-ce que tout ça ajoute un sentiment de propreté, de pureté ou d'autres mots qui résonnent en nous? C'est ça l'important, je pense. Et ultimement, la méditation, c'est est-ce que mon esprit est clair? Est-ce que mon esprit est bien? Est-ce que mon esprit
est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que j'ai la conscience tranquille? Alors, les mots seront différents, je pense, pour chacun. Mais ultimement, on sort tous de la douche à peu près mouillés, puis en général, libérés de certaines impuretés, non? Peu importe comment on les nomme. Ultimement, on va tous sortir de la douche propre, quoi. Alors, chacun trouver son pommeau, puis son type d'eau, puis son savon, puis faisons des bulles chacun à notre façon, ça c'est clair. Mais on veut retrouver ce sentiment d'être bien, je pense. C'est là qu'on mette le mot dessus. Et pureté, dans ce sens-là, c'est un provocateur. On dit seul ce qui est pur n'est pas affecté par justement les impuretés. Par exemple, si on met de l'acide sur n'importe quel métaux, il va avoir une réaction. Il n'y a que l'or pur qui réagit pas si on verse de l'acide dessus. Et on dit c'est ça l'image de la conscience pure. Elle n'est pas en réaction à ce qui se passe à l'extérieur, elle est pure. Alors je vous laisse méditer là-dessus pendant 2 semaines. Moi je vous retrouve au mois de mars. Je pars en Inde après-demain et puis retourner me prendre une douche spirituelle au siège social en Inde. Donc je vais passer 2 semaines à être vraiment bombardé d'idées, de gens fabuleux, des gens que je connais depuis très longtemps. 48 heures pour s'y rendre, 48 heures pour revenir. Petit voyage bien sympathique. Alors, je vous laisse méditer là-dessus et peut-être qu'on peut clore avec quelques minutes de méditation à nouveau. Alors, je vais partager encore juste quelques pensées, mais comme d'habitude, le but de l'exercice, c'est à chacun d'ajouter ses propres idées. Et les pensées que je propose, c'est juste un guide que vous pouvez complètement ignorer ou utiliser selon ce que vous voulez. C'est toujours bon de commencer avec une posture de détente. Prendre le temps de bien respirer. Être conscient de l'énergie corporelle. L'état du corps. La respiration. De voir combien avec la conscience on peut avoir un effet même sur le corps physique. Mentalement, je peux dénouer les nœuds. Je peux même imaginer un courant d'énergie dans le dos qui libère toutes les tensions du dos. Mentalement, je peux détendre les épaules, la nuque. Comme si j'avais au centre du front une source d'énergie qui se propage partout dans le corps. Une énergie pure. Et je prends conscience de l'emplacement du siège de ma conscience. Comme si j'avais au centre de moi-même, au centre du front, une énergie vitale. Siège de la conscience. Et mes pensées naissent un peu comme des vagues, une ondulation,
une pensée à la fois. Et je peux ralentir mes pensées. Choisir mes pensées. Et je me dis que je suis bien avec moi-même. Je suis détendu. Je laisse aller toutes les autres pensées. J'essaie d'être concentré seulement sur le moment présent. Sur la seconde présente. Une pensée à la fois. Et si je me visualise comme une âme, une pointe lumineuse, un peu comme une étoile au centre du front. J'arrive à ressentir les vibrations de l'âme. C'est comme une énergie. Je peux mettre au centre de mes pensées juste le mot paix, paisible. Que mes pensées génèrent la paix. Que c'est une paix qui guérit. Une paix qui fait du bien. Et autant mon corps a besoin de se reposer, autant mon esprit a besoin de paix. Juste quelques moments pour ressentir la paix. Une énergie de paix. Une vibration de paix. Une paix pure.
Ok. Alors, bonne soirée. Je suis sûr que vous avez hâte de retourner voir l'état des lieux dehors, marcher dans la neige paisiblement. La douceur des flocons qui tombent. C'est de la pureté. Oui, c'est de la pureté, la neige pure. Des flocons purs, c'est une douceur. C'est beau, la carte postale. Là. Et elle nous attend directement. Le sable blanc, la mer intérieure.